Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est sous ce thème que s'est célébrée cette année, l'année 2020, la journée internationale dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Si vous ne le savez pas, sachez-le donc, le VIH-Sida constitue une maladie qui continue à endeuiller plusieurs familles à travers le monde. En République démocratique du Congo, on note que les jeunes sont les personnes les plus touchées par cette maladie. Qu'est-ce qui justifie cette situation alors que les modes de contamination sont bel et bien connus? En tout cas, vous aurez les réponses à toutes ces questions dans ce nouveau numéro de votre magazine Diagnostic. Bienvenue à tous. La question du VIH-Sida nous intéresse encore dans ce nouveau numéro de votre magazine Diagnostic. Vous le savez, comme nous, les jeunes constituent la catégorie la plus touchée par cette maladie d'après les dernières statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous en parlons dans ce numéro de magazine Diagnostic. Notre invité s'appelle Eradi Youma. Il est expert en santé publique. Merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, madame. Comme je l'ai énoncé il n'y a pas longtemps, le jeune constitue la catégorie la plus touchée par le VIH-Sida. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cela, surtout que les modes de contamination sont connus au milieu de la jeunesse? Effectivement, les jeunes est la tranche d'âge la plus concernée par la contamination. Oui. Cela se justifie par beaucoup d'effets. Tout d'abord par la jeunesse elle-même. La jeunesse, c'est l'âge de la découverte pour la plupart des jeunes. C'est l'âge des audaces et des imprudences également. Ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes s'élancent sexuellement précocement. Il y a des études qui ont été publiées récemment de l'OMS qui dit que 65% des jeunes ont eu leur premier rapport sexuel sans protection. 65% des jeunes. Déjà, c'est sans protection. Cela les expose énormément à contracter le VIH-Sida. Ça, c'est un. Deuxièmement, cet âge-là, vu qu'ils sont encore jeunes, ils se laissent très facilement influencer par les autres. Par l'Internet, par les émissions qui ne sont pas vraiment fiables à eux, et également par les amis. Pour plaire les amis, ils se laissent influencer et cela les expose également à contracter le VIH-Sida, bien que tout ça est connu. Et il y a aussi la précarité économique. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes, par manque de moyens, ils utilisent le sexe pour vivre. Du coup, ils se retrouvent avec plusieurs partenaires sexuels et il y a les autres parmi ces partenaires qui peuvent leur imposer d'avoir des relations sexuelles dans certaines conditions, c'est-à-dire sans protection. Et il y a également l'insuffisance de l'information. Imaginez-vous par exemple, le mois de décembre, c'est le mois qui est dédié au VIH. Oui. Et pour qu'on en parle encore, c'est 11 mois après. Ce qui fait seulement au mois de décembre. Surtout à l'occasion de la célébration de la journée. Exactement. C'est seulement au mois de décembre. Imaginez-vous, on va en parler encore 11 mois après. Ce qui fait cet relâchement un peu de la prévention. Mais imaginez-vous aujourd'hui, même un enfant de 5 ans vous dira les modes de contamination et les modes de prévention de la COVID-19. Ce qui n'est pas le cas avec le VIH. Parce que la COVID-19, on en parle tous les jours. Contrairement au VIH, on en parle rarement. La personne peut avoir l'information aujourd'hui et pour qu'il puisse être actualisé, peut-être c'est 6 mois après ou 11 mois après. Vous voyez ce qui fait en sorte que les jeunes, bien qu'il y ait l'information, mais les jeunes sont toujours exposés. Monsieur Eradi, vous êtes expert en santé publique. Quelles sont à ce jour les stratégies qu'il faut prendre pour limiter la contamination ou carrément l'éviter en termes d'actions à mener sur le terrain? Ce qu'il faut faire d'abord, premièrement, c'est intensifier la sensibilisation sur le VIH. Faire en sorte que ça soit presque au même niveau ou au même niveau que ce qu'on a fait avec la COVID-19. Donc à tous les niveaux, en commençant par le ménage. Donc les parents doivent prendre la responsabilité d'informer leurs enfants, à l'école également et partout, à travers les mass médias, ainsi de suite. Donc tout jeune doit avoir l'information relative à la lutte contre l'infection au VIH. Donc l'information doit être vraiment accessible à tous. En dehors de cela,
les jeunes doivent avoir accès aux services, beaucoup plus les dépistages. Parce que les jeunes, entre eux, ils se disent, non, voilà, pourquoi est-ce que je vais me protéger? C'est un jeune comme moi. Où est-ce qu'elle peut contracter le VIH? Par négligence, par confiance, par excès de confiance de la jeunesse. Voilà, ils se font trop confiance, il y a trop de contamination. Donc, les dépistages, c'est vraiment même la clé. Parce que lorsque la personne sait que je suis contaminé, il pourra prendre des mesures pour faire en sorte qu'il ne pas contaminer les autres. Donc, les dépistages volontaires doivent vraiment être accessibles à tous. Également, il faut vraiment faire participer quelques jeunes leaders dans la prise de décisions pour la lutte contre le VIH. Parce que plus on implique les jeunes, plus lors de la mise en œuvre, les jeunes seront nombreux. Donc, il faut, et également aussi, il faut faire en sorte que les jeunes soient autonomes, les renforcer en capacité, pourvu que lorsque ils vont se retrouver dans une circonstance, ils seront capables eux-mêmes de prendre la décision au bon moment. Donc, les rendre autonomes, ne pas les suivre partout, mais les rendre les capacités sur les connaissances, sur la prévention, ainsi de suite, pourvu qu'ils puissent prendre des décisions au moment opportun pour ne pas contracter le VIH. Et ça fait maintenant presque 40 ans qu'on lutte contre le VIH-Sida. Est-ce que c'est possible pour qu'on puisse arriver à une jeunesse sans sida, où il y a zéro infection? Effectivement, c'est vraiment possible, comme je venais de le dire précédemment, s'il y a une bonne information qui commence très tôt, déjà dans la famille. Ceux qui veulent avoir les enfants, par exemple, maintenant, ces enfants vont grandir et ils commencent déjà l'information dès le bas âge, en famille. Ces enfants partent à l'école. À l'école, on dit la même information. À l'église, on répète, on continue à répéter. Et en dehors de l'information, lorsque l'information est vraiment partout et à tous les niveaux, lorsque le service est disponible pour tous les jeunes, parce que la plupart des jeunes sont vraiment stigmatisés, lorsque le service est disponible pour tous les jeunes, ça serait vraiment impeccable. Et beaucoup plus, la jeunesse doit être vraiment consciente du danger qui leur guette. Ils doivent être conscients que je suis tout le temps exposé au VIH et que c'est possible, j'ai mes ambitions, j'ai mes vouloir faire dans l'avenir, mais je dois me protéger pour ne pas en arriver là-bas. Donc, une personne qui est consciente que je suis exposé au VIH et qu'il s'est fait dépister régulièrement et il a l'information au bon moment et tout le temps, c'est vraiment possible d'espérer une génération sans sida demain. Et c'est possible d'espérer une génération sans sida. Est-ce que vous pouvez rappeler à l'attention de nos téléspectateurs les différents modes de contamination? On le sait, mais ça n'empêche pas de les répéter. Exactement. Tout d'abord, il faut savoir que le VIH se trouve dans 4 fluides corporels. Oui. Une fois installé dans le corps, ça se trouve dans le sang, dans les sécrétions vaginales, le sperme ainsi que le lait maternel. Et il existe 3 principaux modes de contamination. Lors des relations sexuelles non protégées, quand je parle des rapports sexuels, il y a aussi la fellation et la sodomie. Lors de la mère à l'enfant, au cours de l'accouchement ou pendant l'allaitement, et lors du partage des objets contenant du sang infecté par le VIH ou la transfusion. Et il faut souligner également que le VIH n'est pas une maladie hautement contagieuse. Elle ne se transmet pas par la salive, par les larmes, par la sueur, par la piqûre d'insectes, ou par les poignées de main, ou les câlins, ou les baisers, ou le partage des toilettes également. Il n'existe que 3 modes principaux de modes de contamination, c'est les relations sexuelles, partage des objets infectés, et ainsi que de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, il y a des avancées dans la prise en charge du VIH-Sida. Est-ce qu'on peut espérer arriver à la guérison? Malheureusement, non. Jusque-là, une personne séropositive est séropositive à vie. Mais ce n'est plus une condamnation de mort comme c'était au début de l'épidémie. Aujourd'hui, il existe des traitements qui permettent à une personne porteuse du virus
d'avoir une espérance de vie normale ou quasi normale, et même des enfants en bonne santé. Mais à condition qu'ils prennent tous les jours, de façon très stricte, durant toute la vie, ces traitements. Et ces traitements, c'est les trithérapies, on les appelle les antirétroviraux. C'est vraiment disponible dans tous les centres de prise en charge et complètement gratuit. Et nous tendons à la fin de notre émission un message particulier à la jeunesse parce que c'est d'elle que nous parlons. Exactement. Vu que la jeunesse, c'est l'espoir de demain et c'est l'avenir de demain pour notre développement dans notre pays, encore beaucoup plus, la jeunesse doit prendre conscience qu'ils doivent être en bonne santé. Leur santé doit être saine pour leur permettre d'impacter positivement dans l'avenir. Et se protéger à ces dangers qui les guettent tous les jours. Et par rapport à la prévention, on a toujours résumé ça en A, B, C, D. Et moi, je pourrais ajouter peut-être même P. A comme abstinence. La méthode la plus conseillée par les jeunes, c'est toujours l'abstinence sexuelle. Il faut toujours s'abstenir avant le mariage, ne pas le faire. Mais lorsque la personne est déjà en couple et qu'il a déjà fait le dépistage, il sait que mon partenaire n'est pas infecté et moi, ils peuvent rester fidèles. On parle de bonne fidélité, c'est ça les B. Et les C, c'est les condoms. Lorsqu'on doute encore de l'état sérologique de notre partenaire, on peut utiliser les condoms pour éviter de contracter le VIH. Et les D, c'est le dépistage volontaire. Ça là, il faut le faire à chaque fois, surtout qu'on est exposé à un risque. Par exemple, il y a eu déchirure du préservatif, ou ça fait vraiment longtemps qu'on s'est dépisté et où soit si on a été exposé. C'est toujours important de se faire dépister. Et le P, comme je l'ai dit, que je voulais ajouter, ce sont des médicaments. Le P, là, on appelle ça les PrEP. C'est la prophylaxie pré-exposition. Ce médicament ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH, mais qui sont fortement exposées au VIH. Par exemple, les personnes victimes de viol, on ne sait pas l'état sérologique de la personne qui l'a violée, on le met sous ces traitements qu'on appelle les PrEP. Et pendant un mois, et la personne ne va pas contracter le VIH. Donc, comme dernier mot, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Soyons conscients, nous sommes jeunes, nous sommes l'espoir de demain. C'est nous qui allons prendre notre pays dans nos mains demain pour l'impacter positivement et l'amener à se développer encore plus. Restons en bonne santé. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. Et c'est par ici que nous jetons l'encre de cette nouvelle émission qui s'est attelée sur la lutte contre le VIH-Sida. Vous avez été sensibilisés dans la lutte contre cette maladie et beaucoup plus dans la prévention et le dépistage. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Le prochain rendez-vous est fixé au mardi. Au revoir.